bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Si vous étudiez l'algèbre linéaire, même si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience dans ce domaine, vous avez certainement entendu parler d'espaces vectoriels de dimension finie. Cette vidéo et les suivantes ont pour but d'expliquer de quoi il s'agit, avec un minimum de prérequis et de manière détaillée. Dans quel cas dit-on qu'un espace vectoriel est de dimension finie? Qu'appelle-t-on alors sa dimension? De quels critères dispose-t-on pour détecter qu'un espace vectoriel n'est pas de dimension finie? Et surtout, pourquoi cette notion est-elle si importante? Pour aborder ce qui va suivre, vous devez connaître les notions d'espace vectoriel sur un corps K, de sous-espace vectoriel, de famille libre ou liée et de famille génératrice. On commence en souplesse avec un exemple très simple. Plaçons-nous dans R3 et considérons l'ensemble grand F formé des triplets x, y, z de réel, vérifiant la relation x plus 2y moins 3z égale 0. Il est facile de voir qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de R3. En effet, le triplet nul appartient à F, et si x, y, z et uv, sont deux vecteurs de F et lambda un réel, alors le vecteur lambda x, y, z plus uv appartient encore à F. Pour le voir, on commence par l'écrire sous la forme d'un triplet, lambda x plus u, lambda y plus v, lambda z plus w. Puis, on calcule la somme de sa première composante, du double de sa deuxième composante et de l'opposé du triple de sa troisième composante, en suivant la définition de grand F, et en espérant qu'on trouvera 0. Et en effet, cette somme vaut lambda facteur de x plus 2y moins 3z, plus u plus v moins 3w. Or, ce terme-là est nul, par hypothèse, et celui-là aussi. Donc, toute l'expression vaut 0. Tout ceci confirme que grand F est un sous-espace vectoriel de R3. On aurait pu aller un peu plus vite en observant que l'application de R³ dans R, qui a un triplet x, y, z, fait correspondre le réel x plus 2y moins 3z, est linéaire, et que grand F n'est autre que son noyau, ce qui en fait en particulier un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, considérons un vecteur de F, c'est-à-dire un triplet de la forme moins 2y plus 3z, y, z, avec y et z des réels arbitraires. En choisissant y égale 1 et z égale 0, on trouve le triplet E1 égale moins 2, 1, 0, qui appartient donc à grand F. De même, en prenant y égale 0 et z égale 1, on obtient le triplet E2 égale 3, 0, 1, qui appartient lui aussi à grand F. Ces deux triplets forment une famille génératrice de grand F, puisque tout triplet de grand F peut s'écrire sous la forme y fois moins 2, 1, 0, plus z fois 3, 0, 1, donc comme une combinaison linéaire de E1 et E2. Par ailleurs, il est évident que E1 et E2 sont linéairement indépendants, et ils forment donc une base de grand F. On aurait pu trouver d'autres bases de grand F, par exemple celle-ci, ou encore celle-là. Et en fait, il n'est pas difficile de voir que grand F possède une infinité de bases. Mais toutes ces bases ont quelque chose en commun, elles sont constituées de deux vecteurs. Vous ne pourrez pas trouver de base de F comportant un seul vecteur, ni de base de F en comportant 3 ou davantage. On exprime cela en disant que grand F est de dimension 2. Voilà pour notre exemple introductif. Passons maintenant à une étude théorique générale. Dans ce qui suit, on se donne un corps quelconque K. Il peut s'agir par exemple du corps des nombres complexes, ou de l'un de ses sous-corps comme R ou Q. Il peut aussi s'agir d'un corps fini, comme le corps des classes résiduelles modulo P pour un certain nombre premier, P, le fameux Z sur PZ. Donnons-nous aussi un espace vectoriel E sur ce corps. On dira que E est de dimension finie lorsqu'il existe une famille finie de vecteurs de E qui engendre E tout entier, c'est-à-dire des vecteurs E1 jusqu'à EQ, tels que tout vecteur x de E puisse s'écrire comme combinaison linéaire des EI. Il est important de voir à ce stade que le terme dimension, tout seul, n'a pas encore de signification, mais ça va venir. Pour le moment, seule l'expression deux dimensions finies, en bloc, a un sens. Pour développer la théorie des espaces vectoriels de dimension finie, on peut démarrer avec un lemme un peu technique,
attribué au mathématicien allemand Ernst Steinitz, qui dit qu'étant donné une famille x1 xn de vecteurs de E, toute famille de n plus 1 vecteurs, qui sont tous combinaisons linéaires des xi, est liée. Ce résultat se prouve par récurrence. Pour n égale 1, c'est facile. Nous avons un vecteur x et deux vecteurs y1 et y2, tous deux colinéaires à x. Il existe donc des scalaires α1 et α2, tels que y1 égale α1x et y2 égale α2x. Et par conséquent, α2y1 moins α1 y2 est nul. Si les scalaires α1 et α2 ne sont pas tous deux nuls, ceci montre que la famille y1 y2 est liée. Et si α1 et α2 sont tous deux égaux à 0, c'est évidemment le cas aussi. Passons à l'hérédité. Supposons le résultat établi au rang n, et donnons-nous n plus 1 vecteurs x1 jusqu'à xn plus 1, ainsi que n plus 2 vecteurs y1 jusqu'à yn plus 2, en supposant que chaque yi soit combinaison linéaire des xj. Pour chaque indice i entre 1 et n plus 2, il existe donc des scalaires qu'on va noter lambda i1, lambda i2 et ainsi de suite jusqu'à lambda in plus 1, tels que yi s'écrivent de cette façon. Il est bien nécessaire, pour formaliser les choses correctement, d'utiliser une double indexation. En effet, dans cette expression, le jm coefficient est noté lambda ij, et le premier indice nous rappelle que c'est yi qu'on est en train d'écrire comme combinaison linéaire de x1, x2, etc. Et le second indice nous rappelle qu'il s'agit du jm coefficient, celui qu'on multiplie par xj. Nous avons donc un système de n plus 2 égalités que voici. Les vecteurs y1, y2 et chacun des suivants, jusqu'à yn plus 2, sont combinaisons linéaires des xj. Imaginons un instant que les coefficients apparaissant à la dernière colonne, c'est-à-dire les lambda in plus 1, pour i entre 1 et n plus 2, soient tous nuls. Dans ce cas, les vecteurs y1, etc. jusqu'à yn plus 2 sont tous combinaisons linéaires de x1, xn, et d'après l'hypothèse de récurrence, la famille y1 jusqu'à yn plus 1 est liée, et donc, à plus forte raison, la famille y1 jusqu'à yn plus 2 est liée aussi. On sait en effet que toute surfamille d'une famille liée est liée. Si tel n'est pas le cas, on peut toujours supposer, quitte à modifier la numérotation, que le coefficient lambda 1 n plus 1 est non nul. Ceci permet de tirer x indice n plus 1 de la première égalité pour obtenir ceci. On peut alors reporter cette expression dans chacune des n plus 1 autres égalités, ce qui donne, pour tout i compris entre 2 et n plus 2, l'expression suivante de yi. Notons désormais zi, le vecteur yi moins lambda i n plus 1 sur lambda 1 n plus 1 y1, pour tout indice i compris entre 2 et n plus 2. On observe que les n plus 1 vecteurs, z2, etc. jusqu'à z indice n plus 2, sont combinaisons linéaires des n vecteurs x1, etc. jusqu'à xn. Et d'après l'hypothèse de récurrence, la famille z2 jusqu'à zn plus 2 est liée, ce qui signifie qu'il existe des scalaires mu2, etc. jusqu'à mu indice n plus 2, non tous nuls, vérifiant que la somme pour i de 2 à n plus 2 des mu i zi est égale au vecteur nul. En revenant à la définition des zi, on constate qu'on a obtenu une relation de liaison pour le vecteur y1 jusqu'à yn plus 2, ce qui termine la preuve du lemme de Steinitz. Signalons deux conséquences de ce résultat. La première est que si E est de dimension finie, ce qui, je rappelle, signifie qu'il existe une famille finie et génératrice de E, disons une famille E1 jusqu'à E indice Q, alors toute famille de Q plus 1 vecteurs de E, ou davantage, est nécessairement liée. Autre façon de dire la même chose, dans un tel espace vectoriel, aucune famille libre ne pourra comporter plus que Q vecteurs. La seconde conséquence est que si E1 EP et E'1 E'Q sont deux bases de grand E, alors nécessairement P égale Q.
En effet, notons B et B', ces deux familles. En appliquant le corollaire précédent, on voit que comme B est génératrice de E, et vu que B' est libre, alors Q est inférieur ou égal à P. Et de la même façon, comme B' est génératrice de E tandis que B est libre, alors P est inférieur ou égal à Q. Ceci montre bien que P égale Q. Nous savons maintenant que s'il existe une base de E formée de n vecteurs, alors toute base de E sera formée aussi de n vecteurs. Il est temps de prouver l'existence de bases dans un espace vectoriel de dimension finie, et c'est ce que nous ferons dans le second volet de cette séquence, via le théorème de la base incomplète. Donc, à tout de suite.